Il a bâti un empire depuis un garage à Compton. Il a transformé la survie de rue en histoire du hip-hop. Eazy-E n'était pas seulement un rappeur, il était un mouvement. Mais aussi vite qu'il est monté, tout s'est effondré. En quelques semaines à peine, tout a changé. Une visite à l'hôpital, un diagnostic soudain, et puis le silence. Pourquoi est-il tombé si vite? Pourquoi certains de ses proches ont-ils dit que quelque chose ne semblait pas normal? Et pourquoi, des décennies plus tard, chuchote-t-on encore qu'Eazy n'est pas simplement mort, mais qu'on l'a fait disparaître? Voici l'histoire d'une ascension, d'un effondrement et d'une tragédie qui hante toujours le hip-hop. Il vendait de la drogue dès l'enfance. Grandir à Compton, en Californie, dans les années 1960 et 1970, n'était pas simplement difficile. C'était une épreuve qui endurcissait ou détruisait quiconque la traversait. Pour Eric Lynn Wright, plus connu sous le nom d'Eazy-E, cet environnement n'était pas seulement un foyer. C'était une question de survie. Né en 1964, l'enfance d'Eazy-E s'est déroulée à une époque de transformations sociales et économiques profondes à Compton, une ville dont l'histoire reflète celle des ghettos américains pendant et après l'ère des droits civiques. Le père d'Eazy-E travaillait à la poste. Sa mère était administratrice dans une école primaire locale. C'étaient des gens respectables et travailleurs, mais cela ne suffisait pas. Le foyer était en difficulté financière. Et Eric a très vite compris que l'honnêteté ne remplissait pas le frigo dans un quartier comme le leur. Avec un taux de criminalité en hausse, des écoles sous-financées et une police plus crainte que respectée, Compton, dans les années 70, était un endroit explosif pour n'importe quel enfant, surtout pour ceux qui tentaient de survivre. À l'adolescence, Compton était devenu un champ de bataille. Des gangs comme les Crips et les Bloods affirmaient leur territoire. La drogue inondait les centres urbains aux États-Unis, et Compton n'échappait pas à la règle. Le monde d'Eazy rétrécissait, ses options s'amenuisaient. À un moment donné, il a abandonné le lycée en classe de seconde et s'est tourné vers la rue. Comme l'a plus tard écrit Jerry Heller, futur manager de NWA dans Ruthless, personne ne survivait dans la rue sans masque de protection, personne ne survivait à nu. Il fallait jouer un rôle. Être caïd, dragueur, sportif, gangsta ou dealer. Sinon, il ne restait qu'un seul rôle, victime. Eazy a choisi celui de dealer. Sous la tutelle de son cousin Horace Butler, le jeune Eric a été initié au trafic de drogue. Horace lui a enseigné les règles du jeu, la logistique, les dangers, le code de la rue. Eazy n'était encore qu'un adolescent, mais déjà plongé dans un monde qui exigeait une dureté bien au-delà de son âge. Ses poings emportèrent les traces, ils étaient foutus, se souvenait le musicien et ami Mazik. Ils étaient cabossés. Il avait des cicatrices. Avec le temps, Eric s'est forgé une réputation. Petit par la taille, mais craint dans la rue, il portait son rôle comme une armure. D'après Heller, le rôle de caïd était largement compris dans la rue. Il offrait un certain niveau de protection. De même, être dealer conférait certains privilèges et un respect particulier. Peu importait qu'il fasse circuler de grandes quantités ou non, son image, sa ténacité et son instinct de survie étaient authentiques. Mais la tragédie l'a frappé de plein fouet. Un soir, Eric et Horace faisaient une course de routine liée à la drogue quand Horace a remis un sac d'argent à Eazy en lui demandant de le garder. Quelques heures plus tard, Horace était mort, criblé de 7 balles tirées par un passager. Cela a brisé Eric. Lui et moi, on était ensemble tous les jours, a-t-il raconté. Ce soir-là, je suis parti faire une course avec ma mère, donc je n'étais pas là. Je me dis que si j'y avais été, je serais probablement mort avec lui. Le traumatisme de la perte de Horace n'a pas immédiatement éloigné Eric du trafic. Au contraire. Cela l'a plongé encore plus profondément. Il a repris la petite opération que Horace avait laissée et a commencé à gagner vraiment de l'argent. Certaines estimations suggèrent qu'il gagnait jusqu'à 250 000 $ dès ses 20 ans. Mais le danger restait omniprésent. Il y avait toujours des menaces sur la vie d'Eric, a déclaré son ami Biga. La mort n'était jamais bien loin.
le trafiquant devenu légende. Eazy savait que cette vie ne pouvait pas durer. La violence qui avait tué son cousin et le menaçait chaque jour commençait à ronger son ambition de survie. Il lui fallait une issue. Et cet échappatoire, ce fut la musique. Avec l'argent qu'il avait gagné grâce au trafic de drogue, Eazy commença à investir en lui-même. Au milieu des années 1980, il se mit à enregistrer des morceaux dans le garage de ses parents. Ce n'était pas un passe-temps, c'était sa chance de construire quelque chose de réel. En 1986, il fonda Ruthless Records avec le manager musical Jerry Heller. Heller investit 250 000 $ et obtint 20% des parts, tandis que Wright conserva le contrôle créatif et financier. Ce n'était pas qu'un simple contrat commercial, c'était une déclaration. Eazy n'entrait pas dans l'industrie musicale pour demander la permission. Il défonçait la porte. C'est également en 1986 que Wright, désormais connu sous le nom de Eazy-E, fit la rencontre de deux rappeurs prometteurs, Andre Young, Dr. Dre, et O'Shea Jackson, Ice Cube. Lorsqu'un groupe refusa un morceau qu'ils avaient écrit, Eazy-E décida de l'interpréter lui-même. Ce morceau, c'était Boys in the Hood. Avec ce seul titre, la voix brute et le style sans concession d'Eazy mirent le feu. Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E et plus tard MC Ren et DJ Yella formèrent ensemble le groupe NWA, acronyme de Niggas with Attitudes. Ce n'était pas simplement un groupe de rap, c'était une explosion culturelle. Leur album Straight Outta Compton, sorti en 1988, brisa les barrières et secoua toute l'industrie. Des titres comme F-Shit Police ne faisaient pas que repousser les limites, ils les pulvérisaient. Le FBI adressa une lettre de mise en garde à leurs distributeurs, les stations de radio boycottèrent leurs chansons, mais les fans, eux, se multiplièrent. Mais avec la célébrité vinrent les tensions. Ice Cube quitta le groupe en 1989, déclenchant une guerre de clash avec notamment son titre incendiaire No Vaseline. En 1992, Dr. Dre suivit, dénonçant la manipulation de Heller et des problèmes financiers. Le groupe qui avait révolutionné le hip-hop implosa en moins de 6 ans. Alors que NWA s'effondrait, Eazy-E restait inflexible. Il lança plusieurs projets solos comme Easy Does It, 5150, Home pour Tasik et It's On, Dr. Dre et Tundra Otiosjum Killa. Ce n'était pas que des disques, c'était des ripostes. Des morceaux comme Real Mutafukin G's répondaient directement à Dr. Dre, qui l'avait attaqué dans The Chronic. Leur querelle devint légendaire. Mais Eazy ne se contentait pas de paroles. Il confirmait ses mots par le succès. Easy Does It s'écoula à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Son label signa des groupes révolutionnaires comme Bone Thugs and Harmony. Eazy n'était plus seulement un rappeur. Il devenait un magnate de la musique. Sa relation triste et complexe avec Jerry Heller, au cœur de l'ascension fulgurante et du chagrin final d'Eazy-E, se trouvait Jerry Heller. Tous deux avaient de former un duo improbable, un rappeur aguerri des rues de Compton et un cadre juif blanc de l'industrie musicale originaire de Cleveland. Derrière le succès se cachait une relation marquée par la méfiance, la manipulation et une grande complexité émotionnelle. Une relation que beaucoup considèrent comme l'un des éléments ayant précipité la chute de NWA, et peut-être même la solitude qui entoura les derniers jours d'Eazy. Heller parlait souvent d'Eazy avec une affection profonde, comparant leur lien à celui d'un père et d'un fils. « C'était notre relation », déclara-t-il un jour. « C'était vraiment père-fils. » Et parfois, cela y ressemblait. Heller apportait à Eazy la structure, les fonds et les conseils professionnels qui lui manquaient, tandis qu'Eazy représentait la voix brute des rues, directe, sans filtre, intrépide. Leur partenariat était électrique. Mais dans un monde comme celui de la musique, surtout à l'ère explosive du gangsta rap, la loyauté émotionnelle pouvait vite devenir un fardeau dangereux. Dès le départ, des rumeurs ont circulé sur les véritables intentions de Heller.
Ice Cube a quitté le groupe à cause de différends liés aux royalties. Malgré le succès de NWA, il vivait encore chez ses parents, une réalité qui ne passait pas. Il croyait que Heller, et par extension Eazy, les trompait, lui et les autres membres du groupe, sur leurs gains. Heller a nié ces accusations, les qualifiant de absurdes. Mais le mal était fait. NWA se fractura et Eazy se retrouva au milieu, forcé de choisir entre l'homme qui avait bâti l'empire à ses côtés et les amis qui avaient façonné son son. Au fil du temps, la confiance d'Eazy envers Heller s'effrita. DJ Speed, un proche d'Eazy, déclara plus tard que leur relation était plus stratégique qu'émotionnelle. Le truc d'Eric, c'était « Ce type me fait gagner de l'argent, je veux juste voir jusqu'où ça peut aller », expliqua Speed dans une interview. Il révéla aussi qu'Eazy consultait souvent d'autres personnes, notamment Charlie Jam, un ancien manager de tournée d'Ice-T, avant de prendre des décisions avec Heller. Jerry n'aimait pas ça, ajouta-t-il, parce qu'il savait que Charlie était malin lui aussi. Selon Speed, Heller n'était pas le marionnettiste omniscient qu'il prétendait être dans ses mémoires, juste un homme d'affaires avisé qui s'était trouvé au bon endroit au bon moment. Malgré les tensions croissantes, Eazy continua à travailler avec Heller. Ruthless Records restait un label puissant, et la carrière solo d'Eazy prospérait. Mais en coulisses, l'atmosphère était pesante, saturée de méfiance. Plus le succès grandissait, plus les fissures devenaient visibles. Anciens membres du groupe, professionnels de l'industrie et même les amis les plus proches d'Eazy commencèrent à remettre en question l'éthique de Heller. Et Eazy, un homme dont l'image reposait sur la loyauté et la ténacité, peinait à digérer ce qu'il percevait comme une trahison venant de son propre camp. La situation atteignit son paroxysme au début des années 1990. Après le départ de Dr. Dre de NWA et son alliance avec Suge Knight pour fonder Death Row Records, les tensions entre Eazy et ses anciens coéquipiers explosèrent. Eazy accusa Knight et ses associés de recourir à l'intimidation, allant jusqu'à affirmer que Knight lui avait remis un papier avec l'adresse de sa mère pour le menacer. Se sentant acculé et menacé, Eazy envisagea des mesures extrêmes. Selon Heller, Eazy lui aurait confié vouloir tuer Suge Knight. Heller affirme l'avoir dissuadé, une décision qu'il a plus tard regrettée. Au fil des événements, la relation entre Eazy et Heller se désintégra complètement. La confiance avait disparu. Entouré de procès, de trahison et de paranoïa, Eazy finit par rompre tout lien avec celui qu'il considérait autrefois comme une figure paternelle. D'après les mémoires de Heller, Ruthless, Eazy l'aurait exclu de ses affaires et de sa vie personnelle peu avant sa mort. Lorsqu'Eazy fut hospitalisé en 1995 après avoir été diagnostiqué séropositif, Heller déclara qu'on lui avait interdit de lui rendre visite. Il ne fut même pas autorisé à voir le corps à la morgue. Il assista malgré tout aux funérailles, l'un des deux seuls associés de NWA présents. « Je pense encore à lui tous les jours », déclara-t-il à Rolling Stone. « C'était comme mon fils. C'était le meilleur. » Mais pour beaucoup, ces paroles sonnaient creux. Ceux qui étaient les plus proches d'Eazy racontent une autre histoire, celle d'un homme d'affaires qui aurait exploité la loyauté d'Eazy à son profit. DJ Speed fut catégorique. « Jerry essaiera toujours de se faire passer pour le grand homme, dit-il. Tu as aidé ce talent à atteindre un autre niveau, c'est vrai. Mais tu n'as pas donné leur talent à Dre, ni la plume de reine. Tu étais juste un type qui en savait plus qu'eux à l'époque, mais c'est eux qui avaient le talent. » La tension entre l'héritage et la vérité persiste bien après la mort d'Eazy. Dans ses mémoires, Heller se dépeint sous un jour favorable, tandis que des films comme Straight Outta Compton en donnent une image plus critique. Heller tenta même de poursuivre en justice les producteurs du film pour diffamation, arguant qu'ils avaient déformé son rôle dans l'histoire de NWA. Il perdit son procès. Pendant ce temps, celui qui avait été au centre de tout, Eazy-E, n'était plus là pour raconter sa version de l'histoire. Il fut diagnostiqué séropositif. En février 1995, Eazy-E ne se sentait plus lui-même.
le rappeur souffrait d'une toux persistante et violente qui ne disparaissait pas. Au départ, il pensait qu'il s'agissait d'asthme, une affection qu'il avait déjà connue. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ses proches, y compris ceux liés à l'héritage de NWA, commencèrent à remarquer le déclin de sa santé. Quelque chose n'allait pas. Lorsqu'Eazy finit par consulter un médecin, il fut admis au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Le diagnostic tomba comme un coup de massue. Il avait le sida. Pas seulement le VIH, mais le stade final de la maladie. L'infection était si avancée qu'il fut immédiatement transféré en soins intensifs. Il ne quitterait plus jamais l'hôpital. Selon DJ Yella, Eazy garda son diagnostic secret au début. « Il ne voulait simplement pas que je le sache », déclara Yella dans une interview à Forbes. « Je ne sais pas s'il avait honte ou quoi. Il parlait normalement jusqu'au jour où il a subi une opération. Après ça, ils l'ont plongé dans un coma artificiel. » Quand ses amis et sa famille comprirent à quel point il était malade, Eazy avait déjà perdu beaucoup de poids et déclinait rapidement. Malgré la gravité de sa maladie, Eazy tenta de garder les apparences. Il continuait à parler au téléphone, à tenir des conversations, même si son état empirait. Mais ceux qui le connaissaient savaient que quelque chose clochait. Dans une interview émotive accordée à Big Boy TV, Dr. Dre se souvint de sa dernière visite à Eazy à l'hôpital. « Il ne savait même pas que j'étais dans la pièce », confia-t-il. « Il était sous respirateur artificiel, alors je me suis penché et je lui ai chuchoté quelques mots à l'oreille. » Dans l'une de ses dernières interviews, menée par sa publiciste Phyllis Pollack, Eazy peinait à parler à cause de sa toux incessante. Il se détériorait à vue d'œil. Il épousa sa compagne de longue date, Tomika Woods, enceinte de leur deuxième enfant, à l'hôpital même, dans l'ombre de sa maladie. Le 16 mars 1995, Eazy-E rendit son diagnostic public à travers une déclaration lue par son avocat, Ron Sweeney, lors d'une conférence de presse. Tomika se tenait à ses côtés, en larmes, serrant la main de membres de la famille. Dans ce communiqué, Eazy s'adressa directement à ses fans. « Je ne suis pas religieux, mais que ce soit bien ou mal, c'est moi. Je ne dis pas cela pour m'assurer une fin douce, peu importe où je vais. Je le dis parce que je pense que des milliers et des milliers de jeunes fans doivent apprendre ce qu'est vraiment le sida. » Ce fut un choc, tant pour l'industrie musicale que pour le public. Eazy-E n'était pas un artiste comme les autres. Il était le parrain du gangsta rap, une figure rebelle et lucide, qui avait vécu à fond, sans jamais s'excuser. Désormais, il devenait l'un des premiers grands artistes du hip-hop à admettre publiquement être atteint du sida, une maladie encore extrêmement stigmatisée et incomprise à l'époque. La déclaration d'Eazy contenait aussi des vérités douloureuses. « Avant Tomika, j'ai eu d'autres femmes. J'ai 7 enfants avec 6 mères différentes. Peut-être que le succès m'a trop gâté, » avoua-t-il. Il ignorait comment il avait contracté le virus, mais les implications étaient claires, sa vie faite de gloire, d'excès et de promiscuité sexuelle l'avait rattrapé. À l'annonce publique de son diagnostic, les messages de soutien affluèrent. Snoop Dogg appela une station de radio pour exprimer ses prières. D'autres artistes partagèrent leur tristesse, leur choc, parfois leurs regrets. Pour toute une génération bercée par les hymnes agressifs d'Eazy, son déclin soudain fut plus qu'un drame. Ce fut un électrochoc. Dans les semaines qui suivirent, les spéculations commencèrent à fuser. Certains trouvaient que sa dégradation avait été trop rapide pour être naturelle. Sa fille, Abby, lança plus tard une série documentaire intitulée « The Mysterious Death of Eazy-E », remettant en question la version officielle. Des rumeurs circulèrent. Aurait-on injecté le virus à Eazy? Avait-il été assassiné? Suge Knight était-il impliqué? Même Jerry Heller et Tomika Woods furent accusés dans certaines théories marginales. Mais aucune preuve concluante ne fut jamais apportée. Le docteur Wilbert Jordan, médecin de Los Angeles spécialisé dans le sida, déclara publiquement que 2 anciennes partenaires sexuelles d'Eazy-E faisaient partie de ses patientes et qu'elles affirmaient avoir contracté le VIH par le rappeur. Il expliqua qu'à mesure que le système immunitaire d'Eazy s'affaiblissait, le risque de transmission à ses partenaires augmentait.
Elles ont été infectées. Elles l'ont été par lui, dit-il. Mais Tomika Woods, alors enceinte, fut testée négative, tout comme leur enfant à naître. Elle a eu de la chance, nota Jordan. Elle a été suffisamment exposée pour que ça soit possible. Tomika avait rencontré Easy en 1991, et bien que leur relation ait été complexe, elle était réelle. Leur mariage, célébré 12 jours avant sa mort, n'était pas une manœuvre médiatique, mais un acte d'amour désespéré face à la fin. Leur plus jeune enfant naquit 6 mois après le décès d'Easy, au cœur de la mort tragique et des théories persistantes. Le 26 mars 1995, Eric Eazy-E Wright est décédé à seulement 31 ans, des suites d'une pneumonie causée par le sida. L'annonce a bouleversé ses fans et l'industrie musicale tout entière. Mais alors que le public pleurait sa disparition, une vague de suspicion commença à émerger. Comment quelqu'un d'apparence si saine avait-il pu succomber au sida aussi rapidement? Des théories du complot se mirent à circuler. Certains pensaient que Easy avait été intentionnellement infecté. L'un des moments les plus troublants eut lieu en 2003, lorsque Suge Knight apparut dans Jimmy Kimmel Live et décrivit, sur le ton de la plaisanterie, une méthode de meurtre consistant à injecter à quelqu'un du sang contaminé par le VIH. Le truc à la Eazy-E, lança-t-il avec un sourire en coin. L'allusion ne passa pas inaperçue, surtout compte tenu du passé violent de Knight et de sa rivalité bien connue avec Eazy-E. Même certains membres de sa famille exprimèrent des doutes. Sa fille Abby déclara publiquement « Je n'ai jamais cru que mon père était mort du sida au stade terminal. » Son fils Young Easy alla encore plus loin. Dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux, il affirma que son père avait été assassiné, pointant directement Suge Knight du doigt. « Sa mort n'a jamais eu de sens », écrivit-il. « Ils pensent qu'on est aveugle à la vérité. » D'autres détails étranges ont nourri la controverse. Easy avait épousé Tomika Woods seulement 12 jours avant sa mort, alors qu'il était fortement sédaté. Un ancien employé de Ruthless Records, Mike Klein, intenta un procès affirmant que ce mariage avait été forcé et qu'il était, selon lui, l'héritier légitime du label. Quelques semaines après la mort d'Easy, une bataille judiciaire éclata autour de sa succession, estimée à environ 30 millions de dollars. Les procédures légales s'étalèrent sur plusieurs années. Jerry Heller avoua plus tard regretter de ne pas avoir laissé Easy tuer Suge Knight. « J'aurais dû le laisser faire, » dit-il. Ruthless existerait probablement encore. Dre et Ice Cube seraient peut-être restés. Au moment de son diagnostic, Easy tenta de reprendre le contrôle du récit. Par l'intermédiaire de son avocat Ron Sweeney, il publia une déclaration. « J'ai compris cette semaine que cette chose est réelle et qu'elle ne fait pas de discrimination. Elle touche tout le monde. » Il reconnut son mode de vie promiscu et demanda à ses fans de prendre le sida au sérieux. Mais ce ne fut pas la fin de l'histoire. Au fil des années, d'autres théories émergèrent. Le rappeur Frost affirma qu'Easy avait été infecté par des aiguilles d'acupuncture contaminées. En 2011, un document non scellé du FBI suggérait qu'Eazy-E avait été ciblé par la Jewish Defense League dans une tentative d'extorsion. Même la communauté rap amplifia les soupçons. Sur l'album Doggy Style de Snoop Dogg, un sketch contenait la réplique « Busta ass, achieve pussy ass motherfuckers », une référence directe à Easy. L'album Lethal Injection d'Ice Cube, sorti à peu près à la même époque, suscita également des interrogations. Des années plus tard, lors d'un podcast, Ice Cube fut interrogé sur ses théories. Lorsqu'on lui demanda s'il croyait que Suge Knight aurait pu organiser la mort d'Easy, il répondit « Je ne mets rien hors de portée de personne ». Le débat entra même dans le domaine médical. Des experts confirmèrent que le risque de contracter le VIH via une piqûre d'aiguille est très faible. Ce n'est pas impossible, mais hautement improbable. Et pourtant, le doute persiste.
L'héritage d'Eazy, à l'image de sa vie, est rempli de contradictions. Un dealer devenu entrepreneur, un gangsta rappeur visionnaire, un père de 11 enfants, dont la mort est devenue l'un des mystères les plus persistants du hip-hop. À ce jour, aucune charge criminelle n'a jamais été déposée en lien avec sa disparition. Mais pour beaucoup de fans, la justice pour Eazy-E reste une affaire inachevée. Qu'il soit mort d'un coup du sort cruel ou d'un acte ciblé, une chose est sûre. Eric Wright a changé à jamais le son et les affaires du hip-hop. Et sa mort, plus de 2 décennies plus tard, continue de hanter la culture qu'il a contribué à bâtir. L'histoire d'Eazy-E n'a jamais été juste une question de musique. C'était une question de survie, de pouvoir et du prix à payer pour les deux. Des décennies plus tard, une question demeure. Est-il vraiment mort de cause naturelle? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre derrière